Kenya Monge était une jeune fille de 19 ans qui, un soir de sortie avec ses amis, alors qu'ils passaient une soirée assez arrosée, va sortir du club où ils étaient sans ses clés, sans ses effets personnels. Puis personne ne la reverrait vivante. Salut tout le monde! Donc, pour mon histoire d'aujourd'hui, je vous le conseille de l'écouter jusqu'à la fin parce que ce n'est pas qu'une simple histoire de disparition. Ça va beaucoup plus loin que ça. Puis c'est super intéressant. Donc, écoutez jusqu'à la fin, je vous le dis. Puis, ben, c'est ça. J'espère que vous allez bien. Installez-vous. On part tout de suite vers la vidéo. Let's go! Donc, Kenya Monge, elle est née le 26 janvier 1992 au Honduras. Sa mère, qui se prénomme Maria, elle avait 15 ans lorsqu'elle lui a donné naissance. En avril 1993, alors que Kenya n'avait seulement qu'un an, sa mère est partie habiter aux États-Unis, laissant Kenya avec sa grand-maman, dans le fond sa grand-mère maternelle. Ça a été probablement une des décisions la plus déchirantes et la plus douloureuse qu'elle a dû faire dans sa vie. Mais comme elle était elle-même une enfant, puis face à de grands défis qui est de déménager du Honduras aux États-Unis, c'était déjà gros pour elle. Elle a vraiment pris la meilleure décision, soit d'aller s'installer là-bas, être stable avant d'emmener son petit bébé, dans le fond. Parce que dans le fond, Maria, elle aimait sa fille plus que tout au monde. Puis son rêve le plus cher, c'était de l'emmener à vivre avec elle en Amérique. Ça, c'est certain. En 1994, Maria elle a rencontré un homme aux États-Unis dont elle a tombé follement amoureuse, l'homme s'appelant Tony. Ils se sont mariés, puis ils ont eu 2 enfants qui s'appelaient Kimberly et Anthony. C'est en 2004, alors que Kenya elle avait 12 ans, qu'ils ont réussi à faire migrer Kenya aux États-Unis avec sa famille. Là, le bonheur était le plus complet pour Maria. Elle avait toute sa famille réunie, elle était super heureuse. Puis en plus, ça a tellement bien été. Son beau-père l'a aimé tout de suite comme si c'était sa propre fille. Son frère puis sa sœur, comme si dans le fond, Kenya avait toujours été là. Elle a développé une super de belle complicité avec son frère, sa sœur. Elle a rentré vraiment facilement dans la famille. C'est sûr que quand elle est arrivée aux États-Unis, elle ne parlait pas anglais. Elle parlait seulement espagnol ou que très peu en anglais. Mais Kenya, elle a appris ça vraiment rapidement. C'est sûr qu'à 12 ans, tous les enfants, c'est comme des éponges, là. Mais ça a vraiment bien été pour son apprentissage de l'anglais. La famille Monge-Lee vivait dans le Colorado, dans une ville appelée Aurora. C'est la 3e plus ville en grandeur au Colorado. Pardon. La population est de 380 000 habitants en 2019 environ. Puis, bon, Aurora, c'est situé à l'est de Denver. Après avoir passé sa jeunesse au Honduras, où c'est un pays extrêmement pauvre, les opportunités sont plutôt rares, Kenya, elle prenait pas son bonheur pour acquis aux États-Unis. Donc, tout ce qu'elle vivait, elle mordait dedans à pleines dents, dans le fond. Puis, elle excellait dans tout. Hein. Elle était super bonne à l'école. Elle excellait à l'école secondaire, mais aussi au collège où elle a étudié la radiodiffusion. À ce moment-là, elle vivait en appartement avec son petit ami qui se prénommait Lewis Easton. Non seulement Kenya, elle était très intelligente, mais c'était une personne d'une gentillesse incroyable. Elle n'avait aucune difficulté de se faire des amis, elle était toujours entourée. À 19 ans, c'est sûr qu'aux États-Unis, tu n'as pas le droit d'aller dans les bars, tu n'as pas le droit non plus de boire. C'est 21 ans l'âge légal là-bas pour sortir. Donc, Kenya, avec ses amis, s'était fabriqué des fausses pièces d'identité pour sortir un peu comme... Ben, en tout cas, moi, je l'ai fait dans le temps. Plusieurs qui m'écoutent l'ont sûrement fait aussi. Donc, c'est ça. Ils profitaient de leur jeunesse, puis avec des fausses cartes, ils rentraient dans les bars, puis ils allaient faire la fête. La disparition.
Le soir du 31 mars 2011, Kenya et ses amis avaient prévu de sortir et de se retrouver dans un bar nommé le 24K. Je sais pas si c'était pour 24 carats. Partout dans les articles où est-ce que j'ai lu, ça dit pas, ça dit juste 24K. En tout cas, c'était dans le centre-ville de Denver. Au fur et à mesure que la soirée elle avançait, c'est sûr que tout le monde devenait de plus en plus ivre. Puis Kenya, ben, elle mesurait 4 et 11. Hein? Elle était tout petite. Elle mesurait 4 et 11 et elle pesait à peu près entre 90 et 100 livres. Donc, c'est un petit bout de femme qui, ça lui en prenait pas beaucoup pour commencer à sentir les effets de l'alcool. Hein? Bref, Kenya, ce soir-là, elle a laissé ses clés, son sac à main sur la table avec ses amis, puis elle est partie pour aller aux toilettes. Là, il y a plusieurs théories. Ils pensent que soit elle se serait perdue puis elle serait sortie dehors. Il y a aussi des théories qui avancent qu'elle était peut-être trop ivre puis elle s'est faite mettre dehors. Quoi qu'il en soit, elle s'est retrouvée dehors du club. Mais ses effets personnels étaient restés sur la table avec ses amis. Donc, ses clés, son portefeuille, son cellulaire, tout était resté en dedans. C'était super inhabituel. Kenya, c'était quand même une adolescente, une jeune femme, 19 ans, là, responsable. Puis son téléphone, ben, vous savez comment c'est, là, en 2011, là, c'était comme la continuité de sa main. Là. Elle avait toujours son téléphone avec elle. Donc, c'était très inhabituel. C'est le lendemain matin du 1er avril que son petit ami s'est inquiété de son absence à la maison. Donc, tu sais, puis surtout qu'il y avait même pas eu aucun message sur son cellulaire, pas de message texte, pas de message dans sa boîte vocale, rien du tout. C'était très inquiétant. Donc, c'est à ce moment-là que son petit ami a appelé sa sœur Kimberly pour savoir « Es-tu allée chez vous hier soir? Es-tu allée passer la nuit chez vous? » Kimberly a dit non. Là, elle en a parlé à ses parents parce qu'elle s'inquiétait quand même. Ses parents étaient super inquiets, donc ils ont appelé ses amis pour savoir qu'est-ce qui était arrivé. Ses amis, elle n'était pas avec nous autres hier soir, elle était avec d'autres amis, puis... C'est ça. Fait que là, le père continue à poser des questions, bref, il a fait comme une avalanche de questions. Puis ses amis ont fini qu'à avouer, ben on était sortis au 24K avec des fausses pièces d'identité. Dans le fond, ils voulaient pas comme la stouler, si on veut. Fait que, mais ils ont fini par avouer qu'ils étaient sortis à ce bar-là avec des fausses pièces d'identité. Elles vont aussi dire que la dernière fois qu'elles ont vu Kenya, il était minuit. Puis, ils vont ramener le sac à main de Kenya à ses parents, avec le cellulaire, les clés et tout. C'est là que ses parents, ça leur a sonné toute une cloche. C'est vraiment très inquiétant. Un message mystérieux. C'est en prenant le téléphone de Kenya que Tony, son beau-père, a découvert un drôle de message. Le message disait « Hey, salut, c'est Travis. Tu sais, le gars qui t'a fait faire un tour de camionnette blanche effrayante, est-ce que tu es bien rentré à la maison? » Son père, tout de suite, s'est dit, ce Travis-là, il va me dire, c'est probablement soit qu'elle est avec lui, ou soit qu'il sait où est-ce qu'elle est. Fait que, tout de suite, Tony a appelé le numéro, mais il n'y a jamais eu de réponse. Bref, Tony puis Maria, sans attendre de réponse de Travis, ils étaient tellement inquiets puis accablés, c'était pas normal, il y avait quelque chose qui est arrivé, ils sont tout de suite allés au commissariat de police pour déclarer la disparition de leur fille, carrément. Puis là, c'est là que les policiers ont dit, ils vont revenir, elle va revenir, arrête de paniquer, ça fait pas assez longtemps qu'elle a disparu, normalement on attend 72 heures, évidemment. Fait que c'est ça, ils ont retourné bredouille. Mais là, Tony s'est dit, moi je m'arrête pas là, c'est pas vrai. Je vais faire tout en mon pouvoir, je vais faire mon enquête moi-même. Fait qu'il a rappelé Travis le lendemain. Il a rappelé Travis vraiment, vraiment beaucoup de fois. Puis finalement, il a laissé des messages. Le lendemain, Travis l'a rappelé, soit le 2 avril. Il va raconter à Tony qu'il a vu Kenya sur le bord du club, qu'elle avait une discussion avec un sans-abri. Puis là, il lui a offert de la raccompagner ou... lui a appelé un taxi. Fait que là, ils ont essayé d'appeler un taxi, mais bon, il n'y avait pas de réponse. Fait qu'ils ont fait un tour du bloc pour retrouver sa voiture. Puis ils n'ont pas trouvé sa voiture. Fait qu'il a proposé à Kenya d'aller la reconduire chez elle. D'ailleurs, Travis va mentionner que l'appartement de Kenya était tout proche d'une boulangerie où il louait un espace de travail pour sa compagnie à lui.
Fait qu'en disant ça à Tony, le père à Kenya, tout de suite, il savait qu'elle avait vraiment été avec ce Travis parce qu'il connaissait son adresse. Route Kenya, elle a voulu acheter des cigarettes selon Travis, donc ils ont fait un petit détour puis sont arrêtés à une station-service. Puis en arrivant à cette station-service-là, ils ont réalisé que c'était fermé. C'est là que Kenya, elle a vu un homme asiatique, selon Travis, qui fumait. Elle a débarqué de la camionnette, elle est allée le voir. Apparemment, ils se sont parlé en espagnol, puis ils sont tous les deux partis ensemble. C'est la dernière fois que Travis aurait vu Kenya. Donc, le Tony a rappelé la police avec ces informations-là, puis encore une fois, la police lui a dit « Non, ça fait pas assez longtemps. Attends 72 heures, elle va revenir. » L'enquête. Contrarié, le père de Kenya, Tony, a dit « Ben, c'est bon, je vais la prendre l'enquête en main, puis check-moi bien aller. » Tu sais, hein? Chose que probablement que je ferais aussi. Fait qu'ils ont distribué des photos de Kenya partout. Il a refait le tour de ses amis. Il a décidé de recontacter Travis parce qu'il voulait... Dans le fond, il voulait le cuisiner. Il voulait voir ce que sa face disait. Là. Il voulait avoir le feeling de c'est-tu un bon gars ou pas un bon gars. C'est là que Travis va lui proposer d'aller le rencontrer à la station-service, exactement là où Kenya, la dernière fois qu'il l'avait vu. Tony a accepté, mais en raccrochant le téléphone, il va chercher son arme de poing de 9 mm. Puis c'est là que Maria le voit faire, puis elle lui demande « Qu'est-ce que tu fais là? » Puis elle s'inquiète, évidemment. Fait qu'il dit « Non, inquiète-toi pas, c'est pour ma propre sécurité, je vais rencontrer Travis. Je veux savoir, je veux voir quelle face qu'il a, je veux voir qu'est-ce qu'il va me dire. » Et là, Maria était super inquiète, fait qu'elle a tout de suite appelé au poste de police pour leur mentionner que son mari était parti à la rencontre du fameux Travis avec un fusil, puis qu'elle était super inquiète. C'est là que la police a décidé d'envoyer un officier. Une maudite chance. Fait que là, quand Tony est arrivé à la station-service, l'officier de police était déjà là, puis Travis aussi. Travis, il s'était amené un ami avec lui, probablement pour les mêmes raisons que Tony s'est amené un gun. Puis là, ils se sont mis à parler de face à face. Le premier feeling de Tony, ça a été, il me semble être quand même de confiance. Il a l'air d'un bon gars, il a l'air de me dire la vérité. Il a raconté exactement la même version. Puis bon, c'est ça, il avait pas l'air d'un criminel. Mais bon, de quoi ça a vraiment l'air un criminel? On va se garder des réserves là-dessus. Fait que c'est ça. Fait que là, la police a quand même voulu aussi poser des questions à Travis, donc il a demandé à Tony de les laisser seuls. Pendant ce temps-là, Tony a fait le tour de la camionnette. Quand il est arrivé en arrière, il s'est rendu compte qu'il y avait une grosse odeur d'eau de Javel qui sortait de la camionnette. Puis il a vraiment trouvé ça bizarre. Fait que c'est là que quand le policier est venu le voir, il dit « Écoute, ça sent vraiment l'eau de Javel. » Puis là, le policier, « Ouais, c'est bien trop vrai. » Il a fait ouvrir la camionnette. Il n'y avait rien dans la camionnette, évidemment, à part une grosse odeur de Javel. Puis il avait apparemment l'air d'avoir comme une moquette dans le fond avait l'air neuve, flambant neuve. Mais ça, c'était derrière. Quand tu regardais entre les bancs devant, il y avait de la bouffe, il y avait des papiers, c'était cochonné, là, c'était pas propre, donc ça détonnait derrière de la camionnette avec l'avant de la camionnette. C'est très louche. Mais bon, c'est évidemment suspect. Mais est-ce que c'est assez pour l'arrêter? Non, pas vraiment. Puis, comme Travis a accepté d'aller remplir une déclaration de la dernière fois qu'il a vu Kenya, la police ne pouvait pas vraiment faire autre chose. Le 4 avril, soit 72 heures après la disparition de Kenya, la police commence à enfin faire la vraie enquête. C'est le détective Nash Gurul, comment ça se dit en anglais? Gurul, bref, OK? Gurul, qui va prendre l'enquête en main. Gurul, il est détective à l'unité des personnes disparues puis des personnes exploitées pour Denver. C'est là qu'ils vont réaliser, en regardant le dossier criminel de Travis, qu'il y avait une longue feuille de route. À 17 ans, il est accusé d'être entré dans 16 maisons et entreprises de Fort Collins, volant plus de 15 000 $ en espèces et en biens. Dans sa chambre, il y avait aussi une collection de sous-vêtements volés. Il a été condamné à 9 ans de prison, mais
Il fera jamais de prison pour ce crime-là, vu qu'il était mineur. Par contre, il va être envoyé dans un camp militaire. Puis, de ce camp militaire, il a été expulsé après 2 mois. Il l'expulse d'un camp militaire parce qu'il est débile, puis il l'envoie pas nulle part d'autre. OK, c'est bon, on retourne dans la nature. En 1998, il a été arrêté pour harcèlement criminel. En 1999, il a été arrêté pour viol de probation parce qu'il détenait un couteau. En 2004, il a été accusé de voie de fait parce qu'il lançait des roches sur des femmes qui faisaient du jogging sur la piste cyclable. En tout, dans toutes ces années, il a enfreint 43 fois son couvre-feu. Puis il a été aussi accusé de vol de Demerol dans les cabinets de dentistes dans les alentours de son petit quartier d'enfance. Ça va bien, ça va très bien. Au moment de la disparition de Kenya, il était en probation pour violence domestique. Donc c'est à peu près le beau tableau. Hein? Déjà en partant, les enquêteurs, ils partaient que, mettons, un jugement envers le petit monsieur, hein? On va se le dire. C'est le 5 avril qu'ils vont découvrir les pellicules, dans le fond, de surveillance de la boulangerie où est-ce que Travis, il louait une place. Dans le fond, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des barres tendres sans gluten, puis il les faisait cuire dans cette boulangerie-là pour les vendre, bref, sur le marché, si on veut. Puis c'est ça. La propriétaire de cette boulangerie-là a remis les bandes de surveillance de Travis. La propriétaire, elle était consternée parce que quand elle est rentrée à la boulangerie le matin du 2 avril, elle s'est rendue compte que les caméras avaient été arrêtées. Elle a vérifié les enregistrements, puis ça l'a montré juste avant que les caméras soient arrêtées. Ce qu'elle a vu, c'est Travis seul dans la boulangerie le 1er avril vers 19h30. Vous pouvez voir qu'il portait des longs gants de nettoyage, là, des longs gants en latex. Un peu bizarre. Le 6 avril, Travis est ramené au poste pour une entrevue un peu plus formelle avec les policiers. Mais Travis n'en démarre pas, il garde toujours la même version. Mais en plus, il a un alibi. La nuit de la disparition de Kenya, il était avec sa copine qui s'appelait Kelly Humphrey toute la nuit jusqu'au petit matin. Alibi que Kelly Humphrey, elle va confirmer. Elle va dire oui, il était avec moi. Donc, c'est assez solide comme alibi. L'affaire, c'est que le téléphone cellulaire de Travis, il bornait ailleurs cette nuit-là. Donc, il n'était pas aux alentours de Kelly, selon les vérifications des policiers. Puis les policiers, en visionnant les caméras de surveillance de la boulangerie, ils vont voir Travis emmener un tapis dans son camion, sortir une glacière de son camion, laver la glacière à l'eau de javel, puis après ça, pouf, c'est le noir complet. C'est à ce moment-là qu'il va fermer les caméras. Ce que Travis va dire comme défaite, il va dire « J'ai fermé les caméras parce que je me suis déshabillé. J'ai eu un dégât dans ma vanne, puis je l'ai nettoyé, puis après ça, je me suis toute déshabillée, puis je voulais pas qu'on me voie sur la caméra. » Mais il y a des voisins de la boulangerie qui ont vu Travis en compagnie d'un ami avec un gros baril de 45 gallons le soir du 1er avril, puis il avait l'air de brûler quelque chose dans le baril derrière la boulangerie. Un autre voisin, lui, va affirmer qu'il a vu Travis en train de nettoyer la glacière l'après-midi du 2 avril. Quand Monica, la propriétaire de la boulangerie, va demander à Travis « Qu'est-ce que tu as brûlé dans ce baril-là? » Travis, il va y répondre « J'ai brûlé de la marijuana qui était plus bonne, était moisie. Donc, je l'ai mis en feu. » Pendant ce temps-là, les enquêteurs s'en vont à la petite ville où bornait son cellulaire et où Travis a passé plusieurs appels, qui s'appelle Keanesburg. Keanesburg est à 40 000 au nord de Denver. Puis c'est vraiment un petit village, là, c'est rural. Mais malgré toutes les recherches, autant à cheval, avec des chiens, avec tout ce que tu voudras, les policiers ne trouveront rien. Puis malgré tous les soupçons qui sont tournés vers Travis, Travis, il va s'en aller, il va s'enfuir au Texas parce qu'il dit, avant de partir, il dit à sa boss, pas à sa boss, à la madame qui lui loue un local dans sa boulangerie, il va lui dire « Cette femme-là est en train de gâcher ma vie. » Puis il va sacrer son camp au Texas. Puis Travis, il avait le front d'offrir des interviews aux journalistes un peu partout. Il y a même des vidéos disponibles sur ces interviews. Faut-tu avoir un front de bœuf
d'être le premier soupçonné puis de montrer, ah mon Dieu, qu'il est affligé. I mean, it's been 2 weeks. Nobody's heard from her. There's been no trace of her. Like, it's surreal. I don't even know what to think of it. Since you're a person of interest, let me ask you this. Did you do something with her? No. Did you kidnap her? No. Did you sexually assault her? I did not. Did you murder her? I did not. No. No, and having that on you, having that energy on you is very stressful. Man, I'm sorry that I was indifferent, that I didn't think anything. I didn't think anything. I didn't think she was gonna disappear. I could have walked with them. I could have been like, no, no, I'm going to take you home, and then I could have intervened more, and not just said okay, and gone home, Mais c'est lors de son trajet de voiture de fuite, en s'en allant vers le Austin au Texas, qu'il a été arrêté en possession d'un véhicule volé. Fait qu'il va être incarcéré dans le coin du Texas. Puis c'est là que le détective Gurul va aller l'interviewer encore une fois plusieurs heures d'affilée. Mais encore là, Travis va toujours regarder la même version. Puis il va même aller jusqu'à narguer l'enquêteur en lui disant « Pourquoi vous m'avez pas arrêté là-bas? Vous étiez si près du but. » C'est à ce moment-là que Travis va être extradé dans le comté de Jefferson, dans le Colorado, pour ce vol de voiture qu'il avait fait. Mais le problème étant qu'ils n'ont pas pu le garder emprisonné parce que son ami n'a pas porté plainte pour ce vol de voiture parce qu'il avait volé la voiture de son ami. Ça dit, c'est un bon gars. Bref, une fois de retour au Colorado, Travis va retourner vivre chez son père dans un petit village appelé Fort Collins. Les enquêteurs et la police n'étaient pas vraiment tranquilles de le laisser se promener dans les rues de Fort Collins parce que Fort Collins habite l'université d'État du Colorado, puis sachant qu'il était soupçonné de meurtre sur une jeune étudiante, mettons qu'ils n'étaient pas tranquilles de le laisser se promener. Donc, ils ont passé quelques jours à le suivre pour faire sûr. Ils faisaient une traque pour voir s'ils ne pourraient pas le pogner les mains dans le sac. Mais budget oblige, ils ont été obligés, après 3 jours, de quitter l'endroit, de replier bagages, puis de retourner à leur occupation. Cette décision, les détectives allaient la regretter pour le reste de leur carrière. C'est le 4 juillet, soit une journée après que les policiers, les enquêteurs ont arrêté de suivre Travis, que Travis se met à la chasse. Oui, la chasse. Il n'y a pas meilleur mot pour décrire qu'est-ce qu'il faisait. Une deuxième victime. Lydia Tillman, 30 ans, venait de Long Point, au Colorado. Elle avait passé 6 ans à travailler comme sommelière à New York. Puis ça faisait environ quelques mois qu'elle était de retour dans son état d'origine, le Colorado, plus précisément à Fort Collins. Le 4 juillet, c'est la journée Independence Day aux États-Unis, la fête des Américains, en gros. Donc, Lydia, elle revenait d'écouter les feux d'artifice qu'il y avait eu à Fort Collins, puis elle marchait seule dans la rue pour se rendre à son appartement. Donc, sans savoir qu'elle était suivie, elle se rend à son appartement tranquillement et quand elle vient pour rentrer, elle sent quelqu'un qui la pousse à l'intérieur de l'appartement. C'est Travis Forbes. Travis la pousse à l'intérieur, la viole, l'étrangle, la frappe plusieurs fois au visage, puis après avoir fini sa besogne, la couvre d'eau de javel, met de l'eau de javel partout dans son appartement et y met le feu. Il y a quelque chose qui a poussé Lydia à pas rester couchée là, puis à se lever, puis à sauver sa vie. Lydia s'est rendue à la fenêtre et puis elle s'est tirée en bas du 2e étage pour sauver sa vie. Les pompiers étaient déjà arrivés sur place, donc au moins elle avait du monde pour l'accueillir un peu plus bas. Transportée à l'hôpital d'urgence, Lydia va faire malheureusement un accident cérébral, un ACV si on veut. Puis elle va rester dans le coma 5 mois. Évidemment, dans l'appartement, il ne restait aucune preuve. Tout avait brûlé. Par contre, Lydia s'était vraiment défendue. Donc, en dessous de ses ongles, ils ont été capables de prélever des microscopiques
typique morceau d'ADN. C'est le 7 juillet qu'une autre détective de Port Collins, elle s'appelait Jacqueline Shackley. Elle rentre en contact avec le détective Gurul. Elle l'appelle pour lui demander pourquoi, c'est qui vous suiviez, puis pourquoi, tu sais. Après avoir discuté un moment, c'est là que Gurul va parler de Travis Forbes, que Lydia va lui parler de l'eau de Javel, puis ils vont faire un petit peu un match, là. Il va dire, c'est un peu son truc, lui, l'eau de Javel. Moi, ça m'étonnerait pas pantoute que ce soit lui. Encore une fois, les détectives se mirent à suivre Travis dans les rues pour voir s'il allait faire une gaffe. Il se promenait proche des bars dans la rue, puis il parlait aux femmes, puis il s'approchait surtout des femmes qui étaient ivres. Bref, il cherchait vraiment sa prochaine victime, là. À un moment, le policier l'approche puis lui dit « Hey, c'est quoi ton nom? » Il va lui donner un... « Ah, je m'appelle Travis Kennedy. » Puis là, le policier, OK, mais pendant ce temps-là, la femme, elle s'est poussée, là, elle est partie. En tout cas, elle a pas aimé ça, puis elle est partie, heureusement. Travis va rentrer dans son appartement, puis 20 minutes plus tard, va en ressortir changé avec un nouveau chandail, un chapeau sur la tête. Les policiers ne savaient plus quoi faire. Il fallait vraiment qu'ils sortent de la rue au plus vite, là. C'était vraiment un prédateur, un homme dangereux. C'est le 11 juillet que les policiers vont décider de l'arrêter pour dire qu'il a menti sur son nom. Ça prend un motif, ça en prenait un, bref, ils l'ont arrêté parce qu'il a dit le mauvais nom. Il s'appelait pas Travis Kennedy, il s'appelait Travis Forbes. Fait qu'ils l'ont arrêté pour cette raison-là. Puis pendant qu'il encore le questionnait, il avait pris son ADN. Puis en coulisses, je vais vous dire, le laboratoire scientifique, il se dépêchait sur un moyen temps pour faire un match avec les traces d'ADN qui avaient été trouvées en dessous des ongles de Lydia. Ça a été une question de minutes. Je pense qu'il restait 4 ou 5 minutes avant qu'il puisse sortir de sa caution. Puis là, c'est arrivé en fou, ça a matché. Donc, match pour l'ADN qui était en dessous des ongles à Lydia. C'est à minuit, le 12 juillet, que Travis Forbes va être incarcéré à la prison de Fort Collins. Puis à partir de là, tout a déboulé rapidement. Travis, il voulait faire un arrangement. Il voulait pas avoir la peine de mort, puis il voulait pas être catégorisé comme délinquant sexuel parce qu'il disait en prison, ça va être l'enfer. Il dit, si vous m'obtenez ça, je vous raconte tout ce qui s'est passé. Et il a tout raconté. Il a raconté qu'il a offert à Kenya de la raccompagner, puis qu'il était accompagné dans la camionnette d'un ami à lui. Lui, il est parti en camionnette, il est allé reconduire son ami, puis quand il continuait de rouler, Kenya, elle a perdu conscience parce qu'elle était trop ivre. C'est à ce moment-là qu'il l'a transportée derrière la camionnette puis il a commencé à la violer. Mais à ce moment-là, elle s'est réveillée puis elle s'est mise à se débattre. Lui, il n'a pas aimé ça puis il l'a étranglée. Après ça, il a mis son corps dans la glacière. Il a fermé la glacière. Il est allé à la boulangerie. Il a mis la glacière dans le gros frigidaire de la boulangerie jusqu'à temps qu'ils savent où est-ce qu'il va mettre ce corps-là. C'est le lendemain qu'il est allé l'enterrer dans une tombe peu profonde, environ 4 pieds à Kennesburg, là où son téléphone avait été pisté. Tout près de l'Interstate 76. Il va d'ailleurs montrer au détective où est-ce qu'il l'a enterré, puis il va être là quand il va la déterrer, puis il va même se mettre à pleurer puis dire qu'il regrette tellement. Travis plaide coupable. C'est le 26 septembre 2011 que Travis va plaider coupable concernant le meurtre de Kenya, ainsi que l'agression de Lydia. Il a déclaré « Ce que j'ai fait est horrible et lâche. C'est une erreur. » En sanglotant. « S'il vous plaît, souvenez-vous de moi. Souvenez-vous de moi tel que j'étais, pas comme le monstre que je suis devenu. » Immédiatement après, il a été condamné à la prison à vie sans aucune possibilité de libération. Lydia s'est remise de toutes ses blessures. Finalement, elle a même envoyé une lettre à la cour. Travis, il va déclarer aussi « Pourquoi ai-je fait ça? J'ai cherché cela dans mon cœur et dans mon âme. Je pense que nous commettons des actes violents parce qu'au fond de nous-mêmes, nous trouvons de la haine envers nous-mêmes. Je suis tellement reconnaissant que Lydia Tillman ait survécu parce que si je n'avais pas été attrapée, j'aurais recommencé encore et encore. »
parce que je suis mauvais, parce que je suis fucked up. Donc, le juge a condamné Travis à 48 ans de prison, à purger consécutivement à la peine d'emprisonnement à perpétuité qu'il a reçue pour le meurtre de Kenya. Je pense pas qu'il ressorte un jour. Je penserais pas. Puis c'est correct. Je suis bien d'accord avec ça. Carrie Humphrey, la copine qui avait fourni le mauvais alibi, bon, ben elle, ça a été prouvé qu'elle avait menti, on s'entend. Donc, elle a été accusée de ça, puis elle a fait 60 jours de prison, 2000 heures de travail communautaire, puis elle a dû aussi suivre une thérapie. Tu sais, à un moment donné, cette fille, là, tu sais qu'il y a une fille qui est disparue, puis tu couvres ton chum, en tout cas, hein? J'avais envie de vous raconter cette histoire-là, surtout parce qu'elle m'a fait penser comme si ce gars-là avait pas été arrêté, comment de meurtre qu'il aurait commis, comment de femmes aurait-il torturé, tué. Il était parti pour en faire une couple, là. Ça aurait été probablement le prochain Ted Bundy, là. Mais aujourd'hui, avec les technologies, l'ADN, ils ont plus de chances, ils arrêtent plutôt les malades, des débiles mentales, et puis heureusement. Donc, c'était mon histoire d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!